The way Kevin Davis described the death of his mother, Kimberly Hill, is almost as horrific as what he did to her. He told detectives he strangled, hammered, and raped her, and he did it in a matter-of-fact way, at no time showing any emotion or remorse. Qu'y a-t-il de plus beau que de donner la vie? Kim, cette courageuse mère de famille, lâchement abandonnée par son mari, devra pourtant faire face à l'insoutenable, à savoir l'assaut de celui qu'elle aime le plus, son propre fils. Et l'idée qu'il a derrière la tête est tout simplement débectante. Découvrez aujourd'hui la terrible histoire de Kimberly Hill. N'hésitez pas à liker la vidéo pour soutenir la chaîne et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Kevin Davis est un jeune homme de 18 ans et retenez bien son âge. Vous allez voir que pour ses 18 petites années, il est très bizarre ce jeune homme. Donc Kevin habitait avec sa mère Kimberly Hill, âgée de 50 ans, dans un appartement de 2 chambres situé à Corpus Christi, au Texas, aux États-Unis. Il a une sœur aînée prénommée Désirée, de 6 ans son aînée, qui elle vit seule, mais non loin de chez sa mère et son frère, puisqu'elle vit elle aussi à Corpus, dans un appartement situé à proximité du domicile donc de Kevin et Kimberly. Kevin était un élève, il faut le dire, médiocre, et ses camarades de classe le décrivaient comme un garçon très moyen et même un peu bizarre. Quant à sa mère Kimberly, elle travaillait dans un hospice. C'était selon Kevin et Désirée la meilleure mère du monde. Elle était gentille, elle était attentionnée, elle était à l'écoute, elle se saignait en 4 pour ramener de l'argent à la maison, que ses enfants ne manquent de rien. C'était véritablement une mère parfaite, du moins si la perfection existait. Elle avait élevé seule ses enfants à la sueur de son front, après que le père de Kevin les ait lâchement abandonnés, peu de temps d'ailleurs après sa naissance. Et précisons d'ailleurs qu'à l'époque des faits, Kevin n'avait aucun contact avec son père. Donc ses enfants décrivent Kim comme une mère dévouée et qui a toujours fait tout ce qui était dans son pouvoir pour que ses enfants soient heureux et ne manquent de rien. Et le matin du 27 mars 2014, Kevin explique à sa mère qu'il est malheureux. Il explique qu'il est déprimé et qu'il n'est absolument pas satisfait de sa vie. Il lui explique qu'il trouve sa vie ennuyeuse, qu'il déteste les gens, et qu'il pense de plus en plus à en finir avec ce qu'il considère être une vie de chien. Et cela fait plusieurs années que Kevin ressent ça, depuis sa préadolescence, pour être exact. Il avait fini par accepter cette situation et n'en avait jamais vraiment discuté avec ses proches. Et en entendant ces confidences, la mère de Kevin est choquée et triste. Elle lui explique qu'elle ne veut pas qu'il en finisse et qu'elle est prête à l'aider, mais qu'il est un adulte, et qu'elle ne peut pas non plus l'empêcher de passer à l'acte si sa décision est prise. Après tout, on peut sauver quelqu'un qui ne veut pas se sauver lui-même. Ce qu'elle lui dit par là, c'est que seul lui a le pouvoir de faire changer les choses. Les gens ne pourront pas le faire pour lui. Et Kevin est profondément déçu par la réponse de sa mère. Pire même, il est foudrage. Ce n'est pas la réponse qu'il attendait. Comment ça, elle ne peut pas l'empêcher de passer à l'acte ? Il s'attendait à tout, sauf à une telle réponse, et paradoxalement, on ne sait pas ce qu'espérait vraiment Kevin en disant ça à sa mère. Quelle réponse il aurait aimé avoir de la part de sa mère. Quoi qu'il en soit, il décide alors qu'au lieu d'en finir lui-même, il préfère finalement tuer sa mère. Il en rêvait depuis longtemps. Parce que oui, Kevin fait partie de ces cerveaux dérangés qui fantasment à l'idée de supprimer quelqu'un, et si possible même un proche. Mais comment une mère pourrait imaginer ça de son enfant? Et imaginer aussi que la cible, c'est soi. C'est impossible. En tout état de cause, une fois cette conversation terminée, Kim est en réalité bouleversée. Elle a terriblement peur pour son fils, alors dans la foulée, elle appelle sa fille Désirée pour lui demander de passer prendre Kevin un peu plus tard dans la journée, afin qu'il puisse rester quelques jours chez elle. Elle espère ainsi qu'en passant un peu de temps avec sa sœur, il changerait d'avis et il retrouverait la force de vivre. Et il est vrai que comme Kevin n'avait pas vraiment d'amis, il passait le plus clair de son temps seul, chez lui, à jouer aux jeux vidéo. Alors faute de mieux, sa mère avait pris l'habitude de l'envoyer régulièrement passer quelques jours chez Désiré, afin qu'il change d'environnement et qu'il puisse se changer les idées. Et puis aussi afin qu'il puisse parler à quelqu'un, avoir du contact.
Et donc Kim pensait bien faire, comme Kevin avait l'esprit tordu, il a pensé que sa mère avait fait ça pour se débarrasser de lui. Et donc vers 21h, le jour même, Kevin décide qu'il est temps de passer à l'acte. Alors que Kimberly regarde tranquillement la télé assise sur le canapé du salon, Kevin se glisse discrètement derrière elle et l'étrangle avec le câble de sa manette de jeu vidéo. Et Kim résiste, et elle réussit même à se débarrasser du câble. Et elle se met alors à hurler, imaginez sa terreur. Alors déjà la surprise de l'agression, et le summum, agressé par son propre fils. On ne peut qu'imaginer la réaction de cette femme. Et effrayé à l'idée que quelqu'un l'entende ses cris, Kevin se met à courir dans la chambre de sa mère, il récupère un marteau qu'elle gardait dans sa table de nuit, il retourne ensuite dans le salon et frappe sa mère à plus de 20 reprises. Il la frappe jusqu'à ce que son crâne ne s'ouvre complètement. Il pense alors qu'elle est morte, et d'ailleurs qui survivrait à ça, après tout? Eh bien Kim, justement. Kim, malgré la violence de son fils, est toujours en vie. Elle se met même à faire du bruit. Alors Kevin panique, il réalise que sa mère n'est pas morte, pire même, son cerveau malade lui fait penser qu'elle fait peut-être semblant d'être morte, et qu'elle attend peut-être l'arrivée des secours pour se réveiller. Il décide donc de se rendre dans la cuisine pour récupérer un couteau et finir le travail. Il retourne auprès de sa mère qui gît sur le sol, et enfonce donc le couteau dans les trous causés par le marteau dans son crâne, et il mélange la matière cervicale de sa mère. Et l'expression donc remuer le couteau dans la plaie n'aura jamais eu autant de sens que dans le cas présent. Et on pense que c'est exactement à ce moment que Kim est morte. Mais Kevin ne s'arrête pas là. Curieux de connaître la texture d'un cerveau, il met alors ses doigts dans les trous et il se met à farfouiller. Ensuite, il traîne le corps de sa mère en le tirant par ses vêtements jusque dans la chambre de sa mère. Il laisse sur son passage une traînée de sang et une fois dans la chambre, il enlève les vêtements de sa mère et comble de l'horreur, il va abuser de son corps. Il abuse donc du corps sans vie de sa mère. Voilà comment donc il remercie sa mère, une mère qui s'est toute sa vie saignée en 4 pour offrir le meilleur à ses enfants, comme je vous le disais. Et une fois qu'il a fini son horrible besogne, Kevin se fait couler un bain afin de se débarrasser du sang, puis il se change. Il attend un moment dans l'appartement, sa sœur est censée arriver, Désirée, mais voilà, le temps passe et Désirée n'arrive toujours pas. De toute évidence, elle est en retard. Alors il pense se rendre à vélo chez elle pour l'assassiner. Mais finalement, après avoir réfléchi un moment, il change d'avis et décide de lui laisser la vie sauve, car selon lui, il a assez tué pour la journée. Et aurait-il également abusé de sa sœur s'il était passé à l'acte? Peut-être que oui, peut-être que non. Qui sait? Mais avant de partir et de donc quitter le domicile, Kevin laisse plusieurs notes à destination à la fois de la police et de sa sœur. Il écrit concernant les policiers « Pourchassez-moi, désolé pour le bordel ». Et pour sa sœur, il réserve une autre note. Sur cette note, il est écrit « Garde la tête froide, dépêche-toi, elle est peut-être encore vivante, bien que je le doute ». Et Kevin expliquera plus tard avoir laissé cette note à Désirée, car il pensait que c'est elle qui découvrirait le corps de leur mère en premier, car elle devait passer le récupérer plus tard dans la soirée. Donc il est persuadé qu'elle perdrait la raison en découvrant le corps supplicié de sa mère. Et c'est pour cette raison qu'il lui dit sur cette note de garder la tête froide. Et Kevin va révéler par la suite que laisser ces notes dans l'appartement l'avait énormément amusé. Donc Kevin prend la fuite, il sort de chez lui, prend son vélo et tente de quitter la ville. Mais au bout d'un moment, il s'arrête, il jette son vélo dans un fossé et se met à courir. Et finalement, il s'arrête près d'un endroit boisé et à ce moment, il se rend compte de l'atrocité de son crime, de l'atrocité de ce qu'il vient de commettre. Il se passe quelque chose dans sa tête, un déclic qui le fait réaliser enfin les choses. Il éclate alors en sanglots et prend la décision de se rendre à la police. Pour ce faire, il va frapper à la porte de la maison la plus proche. Un couple lui ouvre la porte. Il leur demande alors s'il peut utiliser leur téléphone pour appeler la police, car il vient de commettre un meurtre. Le couple lui laisse le téléphone afin qu'il puisse contacter la police et une fois en contact avec l'opérateur du 911, il explique que sa mère est morte, qu'elle se trouve chez eux et que c'est lui qui l'a tuée. Et quand la police arrive chez le couple, Kevin forcément est immédiatement arrêté. La police ensuite se rend au domicile de Kevin, où ils n'ont qu'à suivre la traînée de sang qui
qui les mène jusqu'à la chambre à coucher principale, et c'est là qu'il découvre le corps sans vie de Kimberly. Kevin est alors interrogé au commissariat, il admet immédiatement son crime et sans une once d'émotion, il explique qu'en réalité il rêvait tuer sa mère depuis longtemps. Quand les policiers lui demandent si sa mère avait fait quelque chose pour mériter ça, il leur répond que non, que sa mère était une mère formidable, qui n'avait jamais rien fait pour mériter son sort. Il explique qu'il est juste une personne diabolique et dérangée. Voilà, c'est comme ça, c'est tout. Il ajoute que bien qu'il aimait sa mère, il ne regrette pas pour autant de l'avoir tuée et que si c'était à refaire d'ailleurs, il le referait. Il dit aux enquêteurs que tuer sa mère lui a donné l'envie de vivre. Et quand les policiers lui demandent pourquoi il a ainsi abusé du corps de sa propre mère, il répond qu'il a toujours aimé sa mère d'une manière étrange. Il explique également avoir toujours fantasmé à l'idée d'avoir des rapports intimes avec un corps mort. Il précise qu'il s'est toujours moqué d'avoir des relations intimes avec une personne morte ou bien une personne vivante, car il n'a ni standard ni morale, d'après ses termes, et que pour lui un corps est juste un morceau de viande, qu'il soit à sa mère ou qu'il soit à la voisine. Il révèle également qu'il n'avait jamais eu de rapport intime avant ce jour. Ensuite il rit et il dit « Quand je pense que j'ai perdu ma virginité avec un cadavre ». Il ira même jusqu'à décrire aux policiers la texture du cerveau de sa mère et leur explique qu'elle était similaire à du mastic. Il confie également avoir tué un chat par le passé, en le noyant, et il ne s'est pas arrêté là avec ce pauvre chat, il a, on va dire les choses comme ça, Jeffrey Dahmerisé le corps de ce pauvre chat. Et puis Kevin n'en finit plus de raconter sa vie et ses fantasmes. Lors de cet interrogatoire, il ira même jusqu'à révéler aux policiers ce que serait selon lui le meurtre idéal. Il explique qu'il porterait un très beau costume et qu'il emporterait avec lui une très belle robe pour sa victime. Il se rendrait chez une femme et s'introduirait par effraction dans son domicile en rentrant par la fenêtre. Il fait une pause dans son récit et explique qu'avant le meurtre de sa mère, il voulait tuer sa victime en l'étranglant, mais qu'à présent, après l'avoir fait et avoir échoué, il préfère utiliser un couteau. Il explique qu'il aurait donc tué sa victime à coups de couteau, qu'il l'aurait ensuite décapité et qu'il aurait ensuite recousu la tête sur le corps de sa victime. Et enfin, une fois la tête recousue, bien évidemment, il aurait eu des relations sexuelles avec le corps. Et pour couvrir ses traces, il aurait mis le feu à la maison avant de s'enfuir. Remarquez à quel point tout ce que je vous raconte, c'est vraiment typique de la genèse d'un tueur en série. Tout y est, les tortures animales dans l'enfance, une relation pour le moins particulière avec la mère, une multitude de fantasmes terrifiants. Bref, lors de son interrogatoire, Kevin est clair avec les policiers. Il leur explique qu'il n'est pas fou, qu'il sait que ce qu'il a fait est mal, et qu'il mériterait même 100 ans de prison. Soit, il s'en moque, ce serait même logique. Mais il finira tout de même par préciser que s'il est libéré un jour, la première chose qu'il fera, c'est réaliser ses fantasmes de meurtre. Il n'hésitera pas, il le dit, à recommencer sans une once d'hésitation. À la fin de l'interrogatoire, les policiers inculpent Kevin pour meurtre au premier degré. Au début, Kevin plaide non coupable, mais juste avant son procès, en octobre 2014, il finit par plaider coupable. Lors de son procès, Kevin est tout ce qu'il y a de plus honnête. Il révèle tous les détails de son crime au jury. Cependant, son attitude est pour le moins étrange. Il regarde le jury droit dans les yeux et sourit en racontant les détails horribles de son crime. Et les membres du jury n'en reviennent pas. Et l'avocat de Kevin n'en revient lui-même pas. Il dira qu'avec ce genre d'attitude, quelle que soit la qualité de la défense, elle sera toujours inefficace. À la barre, les médecins qui témoignent expliquent que certes, Kevin avait bien un trouble de la personnalité, mais qu'il savait, comme il l'a dit lui-même, exactement ce qu'il faisait, et que donc, il était tout à fait capable de différencier le bien du mal. Il a fait le mal en toute conscience, car il voulait faire le mal. À la fin du procès, après seulement 1 heure, ce qui est extrêmement court comme délibéré, le jury rend son verdict. Kevin est condamné à la prison à perpétuité. Et sachez qu'il sera donc libérable, sur parole, en mars 2044. Il aura alors 48 ans, ce qui est particulièrement jeune et terrifiant, car à cet âge, il sera toujours en capacité physique de faire une nouvelle victime. Alors aura-t-il changé d'avis d'ici là ? Mais sera-t-il seulement libéré un jour avec la gravité de ses actes ? Je ne pense pas, mais ce n'est pas impossible.
Ce n'est vraiment pas impossible. Donc j'espère les amis que d'ici une vingtaine d'années, si la chaîne existe toujours, on ne vous sortira pas de Kevin Hill partie 2, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, n'hésitez pas, comme toujours, à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux, les YouCrime Sisters. Quant à moi, je vous dis à très vite sur YouCrime pour une autre triste histoire et n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu et encore une fois à vous abonner. Bye.